Tu n'es pas tenu à l'écart parce que tu manques de valeur. Tu le es parce que le monde décide trop vite pour avoir le temps de l'avoir. Voilà la blessure réelle. Pas l'échec. Pas l'injustice dans son sens abstrait. Plus bas que cela. Plus humiliant aussi. Le moment précis où tu comprends que ce que tu sais, ce que tu as préparé, ce que tu pourrais réellement porter, pèse moins lourd que la manière dont tu entres dans une pièce. Moins lourd que la façon dont ton silence se pose. Moins lourd que cette seconde invisible où les autres ont déjà conclu quelque chose sur toi avant même que tu aies commencé à parler. Tu as peut-être passé des années à croire que le problème venait d'ailleurs. De la superficialité générale. D'une époque qui récompense le bruit. D'une logique sociale qui préfère l'aplomb à la substance. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas encore assez précis. Ce qui te défait n'est pas seulement un monde médiocre. C'est un monde pressé. Et un monde pressé ne lit pas en profondeur. Il tranche. Il simplifie. Il s'oriente à partir de signaux rapides. La compétence, elle, demande du temps. La présence, non. Elle agit avant tout examen. Elle ouvre ou ferme la porte avant que le contenu ait été entendu. C'est là que beaucoup de vies intelligentes commencent à se déformer. On continue à miser sur la qualité intérieure en pensant qu'elle finira, un jour, par s'imposer d'elle-même. On attend d'être reconnu pour ce qu'on est réellement. On se dit que la justesse finira bien par percer le vacarme. Mais ce n'est pas une stratégie. C'est une forme lente de renoncement. Car le réel fonctionne autrement. Il ne commence presque jamais par la vérité. Il commence par l'impression de solidité. Par la sensation qu'une personne habite ce qu'elle dit. Par cette cohérence étrange entre le corps, la voix, le regard, le tempo. Ensuite seulement vient l'évaluation plus fine, et encore, pas toujours. Les travaux d'Amicudi n'ont pas été reçus parce qu'ils flattaient les illusions modernes sur la confiance. Ils ont frappé parce qu'ils formulaient quelque chose que beaucoup pressentaient déjà sans vouloir le regarder en face. Dans les interactions sous pression, la perception précède l'argument. Le cerveau social ne commence pas par peser le fond. Il lit d'abord des indices somatiques, des microsignaux, une disposition générale du corps dans l'espace. Une phrase peut être excellente et pourtant arriver trop tard, déjà fragilisée par la manière dont elle a été portée. Non parce que les autres sont plus lucides que toi. Parce qu'ils sont plus rapides que toi, et que la vitesse fabrique des hiérarchies avant même que la pensée n'ait pris toute sa place. Il faut entendre ce que cela implique sans le transformer en morale de développement personnel. Il ne s'agit pas de devenir plus faux, plus théâtral, plus performant socialement. Il s'agit de reconnaître une chose plus dérangeante, ton corps parle en ton nom avant toi. Il annonce une version de toi que la pièce entière enregistre aussitôt. Si cette version hésite, se rétracte, se corrige avant même d'affirmer, tout ce que tu diras ensuite passera à travers ce filtre. Tu pourras être préparé, lucide, plus compétent que la plupart des gens présents. Cela n'effacera pas le premier signal. Au mieux, cela le compensera partiellement. Au pire, cela ne sera même jamais entendu. La présence n'a rien à voir avec le bavardage, ni avec l'extraversion, ni avec cette manière un peu grossière d'occuper l'espace pour empêcher les autres d'exister. La présence est plus froide que cela. Plus nette. C'est une concordance. Quelque chose d'aligné entre l'état intérieur et l'expression extérieure. Quand cette concordance existe, on l'interprète comme de l'assurance. Souvent même comme de la compétence. Quand elle n'existe pas, il se produit une fracture presque imperceptible. Tu sais peut-être ce que tu vaux. Mais ton corps, lui, semble demander pardon d'être là. Et le monde croit le corps. Pense au nombre de fois où tu as diminué toi-même la force de ce que tu allais dire avant même de l'avoir dit. Une formule amortie. Un peut-être inutile. Une précaution vide. Une manière de laisser entendre que tu n'imposes rien, que tu proposes à peine, que tu pourrais retirer ta propre pensée si elle dérange. Cela semble léger. Cela ne l'est pas. Chaque atténuation secrète informe la scène entière. Elle ne dit pas seulement « je suis nuancé ». Elle dit aussi « je ne suis pas certain d'avoir le droit d'occuper pleinement cette place ». Et cette phrase-là, les autres l'entendent très bien, même lorsqu'elle n'est jamais formulée. Ce qui fait mal, ici, n'est pas de découvrir que le monde lit vite. C'est de comprendre que tu jouais peut-être depuis longtemps sur le mauvais terrain. Tu croyais que le plus difficile consistait à devenir plus compétent. En réalité, tu laissais tes compétences arriver dans des conditions qui les condamnaient d'avance.
Tu travaillais le contenu et tu abandonnais le seuil. Or le seuil décide souvent de tout. Le seuil, c'est le visage avant les mots. La posture avant l'idée. Le ton avant la démonstration. Tout ce qui semble secondaire à l'esprit rationnel, et qui, dans la vie sociale réelle, fait pourtant le premier tri. À partir de là, une question plus inconfortable s'impose. Non pas, pourquoi le monde préfère-t-il parfois l'apparence à la valeur? Mais, combien de fois as-tu laissé ton propre signal contredire ce que tu savais déjà de toi? La plupart des blessures de ce type ne viennent pas seulement du regard extérieur. Elles viennent du moment où l'on commence à collaborer avec ce regard contre soi-même. On se restreint avant d'être contesté. On se retire avant d'être rejeté. On se rend plus petit pour éviter d'être pleinement exposé. Puis on appelle cela prudence, modestie, préparation. C'est souvent autre chose. Il existe une forme d'autosabotage si propre, si raisonnable en apparence, qu'elle passe presque toujours pour de l'intelligence. On attend encore un peu. On affine. On repousse le moment. On n'entre pas tant qu'on ne maîtrise pas tout. On ne parle pas tant qu'on n'a pas blindé chaque angle. On préfère arriver trop tard que risquer d'arriver imparfait. Cela donne l'impression d'un haut niveau d'exigence. En vérité, c'est souvent une structure de protection. Une manière sophistiquée d'éviter l'endroit précis où quelque chose pourrait être jugé. Non pas le travail. Toi. Ce qui rend cette mécanique si dangereuse, c'est qu'elle sait très bien se déguiser. Elle prend le visage de la prudence, alors qu'elle procède de la peur. Elle ressemble à de l'humilité, alors qu'elle n'est qu'un rapport vicié à la visibilité. Elle se présente comme de la rigueur, alors qu'elle n'est parfois qu'un refus de risquer un verdict. Le problème n'est pas que tu veuilles bien faire. Le problème est ce que tu exiges secrètement avant d'oser apparaître. Car ce seuil, déplacé sans cesse, ne mène nulle part. Il protège de l'exposition immédiate, mais il organise une disparition progressive. Pendant ce temps, d'autres avancent. Pas parce qu'ils sont plus profonds. Pas même parce qu'ils sont meilleurs. Ils avancent parce qu'ils ne confondent pas chaque échec avec une définition d'eux-mêmes. Ils ratent sans se convertir en preuve. Ils sont refusés sans en faire une identité. Là où l'esprit fragile transforme chaque revers en confirmation d'une insuffisance ancienne, eux traitent plus froidement l'événement. Cela n'a pas marché. Point. Et cette différence d'interprétation, presque invisible au début, finit par ouvrir un écart immense. Non un écart de talent. Un écart de trajectoire. La confiance, dans cette logique, n'est pas un simple état d'âme. C'est un moteur d'exposition. Elle produit davantage de tentatives, donc davantage d'occasions de réussir, donc davantage d'éléments capables de la renforcer encore. La spirale opposée est tout aussi réelle. L'insécurité restreint les gestes, réduit la prise de risque, adoucit le langage, empêche de soutenir un regard, d'habiter un silence, d'assumer une place. Moins de gestes, moins d'occasions, moins de résultats, et donc davantage de matière pour confirmer la fiction d'une insuffisance. À la fin, la personne n'est plus seulement prudente. Elle est enfermée dans une structure interprétative qui transforme tout en répétition de sa propre crainte. Cuddy a beaucoup travaillé sur ce que l'on nomme trop vite syndrome de l'imposteur, comme s'il s'agissait d'un simple malaise intérieur. En réalité, le problème n'est pas seulement de se sentir illégitime. Le problème est ce que cette sensation fait à la conduite. Quelqu'un qui se vit comme provisoire n'entre jamais tout à fait. Il formule sans trancher. Il propose sans soutenir. Il attend une validation qui, précisément, ne vient jamais à ceux qui s'annoncent eux-mêmes comme hésitants. L'invisibilité ne tombe pas du ciel. Elle est souvent fabriquée, phrase après phrase, geste après geste, par celui-là même qui souffre ensuite de ne pas être vu. Et pourtant, la plupart des gens continuent à croire que la confiance devrait apparaître après coup, comme une récompense. Après l'épreuve. Après la maîtrise. Après la légitimité objectivement acquise. C'est une illusion très coûteuse. Car pour beaucoup, ce moment n'arrive jamais. Il y a toujours un manque résiduel, une préparation supplémentaire, un angle à consolider, une raison d'attendre encore. La confiance, dans la vie réelle, ne se présente presque jamais comme la conséquence calme d'une certitude absolue. Elle précède souvent ce qu'elle semble couronner. Elle agit avant d'être pleinement ressentie. Et c'est précisément ce scandale qui dérange tant de consciences exigeantes. Tu voudrais peut-être que les choses soient plus pures, plus logiques.
Tu voudrais que l'assurance soit le reflet fidèle d'une construction intérieure déjà accomplie. Mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Il n'attend pas toujours que l'âme soit prête pour se mettre à la suivre. Il influence, il entraîne, il précède même parfois. Ce n'est pas une intuition vague. C'est un fait troublant. La posture ne traduit pas seulement un état intérieur. Elle le modifie. Elle agit sur la chimie du stress, sur la disponibilité cognitive, sur la perception de menace. Autrement dit, ce que tu fais de ton corps avant un moment décisif n'est pas une question de détail. C'est déjà une manière de configurer ton rapport à ce qui va venir. Voilà pourquoi certaines scènes te volent tes moyens, alors même que tu possèdes parfaitement ton sujet. Tu n'es pas seulement nerveux. Tu es déjà psychologiquement orienté vers la défense. Corps refermé, respiration serrée, voix haute en fin de phrase, regard qui lâche trop tôt, posture contractée. Tout cela forme un message cohérent envoyé au système nerveux. Danger, retrait, prudence. Et le système répond. Il réduit, il rigidifie, il trouble la fluidité d'accès à ce que tu sais pourtant très bien. Tu n'es alors pas moins compétent. Tu es moins disponible à ta propre compétence. La vérité qui apparaît ici n'est pas consolante. Une partie de ce qui t'a retenu n'était peut-être pas le monde. C'était le signal que tu lui adressais. Et ce signal n'avait rien de mystérieux. Il était répétitif. Appris. Parfaitement logique au regard de ton histoire peut-être. Mais répétitif. Cela signifie quelque chose de sévère. Le maintien de certains blocages n'était pas seulement subi. Il a aussi été activement reconduit. Souvent sans le savoir. Par des gestes minuscules, des atténuations automatiques, une syntaxe entière de l'effacement. Tout change quand on cesse de concevoir la confiance comme un trait et qu'on la voit enfin pour ce qu'elle est souvent. Un état. Non pas un état imaginaire ou mental au sens vague. Un état physiologique, comportemental, perceptif, qui peut être déclenché, soutenu, répété, puis lentement incorporé. Cette idée est presque offensante pour ceux qui ont fondé leur identité sur l'attente d'un jour où ils se sentiraient enfin prêts. Car si la confiance peut être induite, alors l'argument du pas encore perd une grande partie de sa noblesse. La formule la plus connue a été vidée de sa précision par l'usage. On l'entend comme une invitation un peu cynique à jouer un rôle jusqu'à obtenir un résultat. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce que QD formule, plus finement, n'est pas faire semblant jusqu'à réussir, mais faire semblant jusqu'à devenir. La nuance est décisive. Le but n'est pas de tromper la salle. Le but est de déplacer l'identité. De créer, à force d'actes répétés, une dissonance que le cerveau finit par résoudre non pas en détruisant le comportement nouveau, mais en reformulant progressivement l'image de soi qui l'empêchait. Chaque acte mené avec plus d'assurance que celle que tu ressens vraiment produit une tension. Le cerveau la remarque. Tu as parlé plus nettement que d'habitude. Tu n'as pas adouci cette phrase. Tu as soutenu ce regard une seconde de plus. Tu as occupé l'espace sans t'excuser. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des données. Et les données s'accumulent. L'identité, contrairement à ce qu'on aime croire, n'est pas un noyau immobile qu'il faudrait découvrir dans sa pureté. Elle se recompose à partir des preuves qu'on lui donne. Ton système nerveux n'attend pas une révélation. Il enregistre des répétitions. Il faut alors comprendre à quel point certaines transformations restent petites en apparence et immenses en profondeur. 2 minutes seules avant une situation décisive, non pour ruminer davantage, mais pour changer réellement la disposition du corps. Une phrase débarrassée de ses prothèses d'excuses. Une affirmation qui n'est plus remontée à la fin comme si elle demandait un pardon. Un silence tenu jusqu'au bout au lieu d'être rempli de bruit pour calmer son propre malaise. Un regard qui ne se retire pas au moment même où il faudrait rester. Rien de spectaculaire ici. Rien qui ressemble à une renaissance. Seulement des corrections discrètes. Et pourtant c'est souvent là que se joue la différence entre une vie qui continue à s'annuler elle-même et une vie qui commence à se rendre visible. Le plus difficile n'est pas d'apprendre ces gestes. Le plus difficile est d'accepter ce qu'ils impliquent. Car les utiliser revient à renoncer à une vieille fiction, celle selon laquelle ton problème principal serait l'ignorance. Ce n'est pas vrai. Tu savais déjà beaucoup de choses. Tu avais remarqué les moments où tu te repliais. Tu avais reconnu les scènes où d'autres, moins solides que toi sur le fond, passaient devant simplement parce qu'ils envoyaient un autre signal. Tu n'avais pas besoin d'une théorie pour sentir cela. Ce qui manquait n'était pas la compréhension.
C'était l'autorisation de cesser d'attendre. Attendre d'être prêt. Attendre d'être certain. Attendre de ne plus te sentir frauduleux. Attendre qu'une sécurité intérieure complète précède enfin l'action. Mais cette sécurité n'arrive pas à ceux qui lui sacrifient sans cesse le réel. Elle se forme dans l'acte, non avant lui. Elle naît de cette série d'épreuves minuscules où l'on consent à paraître plus solide qu'on ne se sent, non pour tricher, mais pour enseigner autre chose à son propre système. Il faut supporter, un temps, l'inconfort de ne pas encore coïncider parfaitement avec ce que l'on commence malgré tout à incarner. C'est là que beaucoup reculent. Non parce qu'ils manquent de courage au sens héroïque, mais parce qu'ils préfèrent encore une souffrance familière à cette étrange nudité qui consiste à se comporter comme quelqu'un qui a le droit d'être là. Il est parfois plus confortable de rester fidèle à sa gêne que de rompre avec elle. Plus confortable de dire qu'on manque encore de quelque chose que de risquer l'acte qui prouverait le contraire. Plus confortable de dénoncer la vitesse du monde que d'admettre qu'on a soi-même entretenu, pendant longtemps, le signal qui lui permettait de nous laisser au bord. La question n'est donc plus de savoir si tu es compétent. Elle n'a probablement jamais été là. La question est plus inconfortable. Es-tu prêt à laisser cette compétence cesser d'arriver mutilée? Es-tu prêt à interrompre la syntaxe de l'effacement? Es-tu prêt à comprendre que la confiance ne descend pas sur une vie comme une grâce accordée au plus sur deux, mais qu'elle se construit par votes successifs, presque imperceptibles, donnés à une forme de soi encore incomplète? Pas demain. Pas quand tout aura été réglé. Au moment même où l'inconfort te dit d'attendre encore. Si quelque chose ici t'a atteint, inutile de le refermer trop vite avec une conclusion rassurante. Il y a des vérités qui ne consolent pas. Elles déplacent seulement la place depuis laquelle on se regardait. Et quand cette place bouge, même légèrement, une ancienne manière de disparaître commence déjà à perdre son emprise.